relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. C'est un soir où j'aurais dû sortir avec ma petite amie. Elle ne demande pas grand-chose, mais je ne me sens pas d'attaque à aller dans un bar ou dans un club cette nuit. Je me suis quand même forcé à accepter, et je lui dois bien ça. Seulement, elle veut aller dans une boîte à 50 km de là où j'habite, et il est hors de question de faire tant de bornes, juste pour danser un peu et revenir. Je tente de lui expliquer tant bien que mal, rien n'y fait. Elle prétend que l'on ne fait jamais ce qu'elle veut, alors que c'est faux. Ce soir, j'étais prêt à sortir alors que je suis lessivé et que je n'ai rien mangé. J'ai juste eu le temps de prendre une douche et de m'habiller pour passer la soirée avec Mélissa. Elle me lance un « je te déteste » et part en claquant la porte. Eh bien soit, je resterai seul ce soir. J'ai d'ailleurs envie de rejouer à mes vieux jeux tout à coup. Ma PS1 est branchée dans ma chambre, je vais en profiter. J'ouvre la petite armoire où je range mes consoles et autres, et sors un tas de boîtes à moitié cassées. Tomb Raider, Gran Turismo, Resident Evil 1, Resident Evil 3, Resident Evil 2. Je prends ce dernier et ouvre la boîte. Les CD-ROM étaient dedans avec une carte mémoire rouge qui tombe sur le sol. Elle n'avait jamais fonctionné depuis le jour où je l'avais trouvée. Peu importe, je vais quand même l'insérer dans la console. Le disque de Léon dedans, j'allume et je vais m'asseoir sur mon lit. Le logo PS1 et tout le bazar Capcom et autres défilent sans problème. Une fois dans le menu, je sélectionne charger une partie. Et là, à ma grande surprise, la console cherche à lire la carte mémoire et y arrive. Plusieurs sauvegardes de Resident Evil 2 sont là. Le type qui a perdu sa carte jouait aussi à ce jeu. D'un côté, pas étonnant, il est tellement bien. Il y avait des sauvegardes de Claire et de Léon. Et puis, une autre, tout en bas, sans nom, juste avec un texte disant « salle de torture ». Bizarre, la seule salle de torture du jeu n'avait pas de machine à écrire pour sauvegarder. Ça promet. Je choisis cette sauvegarde. Le jeu ne se lance pas, il me dit de changer de CD-ROM. Cependant, au lieu de me dire « partie de Claire », il écrit « partie de Madame Warren ». Or, jamais je n'ai entendu parler de ce personnage, mais je ne demande qu'à en savoir plus sur le jeu. Ce soudain intérêt pour cette Madame Warren s'estompe très vite, car je me souviens que je n'ai que 2 CD, un pour Claire et un pour Léon. Je me lève de mon lit et vais d'un air dégoûté vers la console pour l'éteindre. Et au moment où j'allais appuyer sur le bouton, j'entends au-dessus de ma tête un son de validation. Celui qui vient lorsqu'on charge une partie ou que l'on sélectionne un objet dans l'inventaire. Je lève les yeux vers ma télévision, l'écran était noir. Cela dura quelques secondes, puis la musique vint sans l'image, comme elle le fait toujours, et me perce à l'étapant. Vous savez, c'est cette musique à l'instrumental vif et stressant qui joue quand Marvin se change en zombie. Je sursaute aux premières notes, le volume était bien trop élevé. Je me précipite vers mon lit pour attraper la télécommande et baisser, manette toujours en main. Le son à présent diminué. La musique s'arrête peu après, net. Un texte s'affiche en police de machine à écrire. Angelica Warren, 1972-1998. Là, j'ai peur, sincèrement, et je prends l'analogue à 2 mains, en le serrant fortement entre mes doigts. Pourtant, je ne souhaitais qu'une chose, me relever et couper la console. Me relever. Je m'étais assis sans y faire attention. Les choses malsaines commençaient. Ce texte restait là, affiché sur fond noir en lettres blanches et fantomatiques. Rien ne se passait, et c'était tant mieux. Je ne voulais pas en savoir plus finalement. J'ai attendu un instant que mon rythme cardiaque ralentisse. De toutes les fois où j'avais joué, celle-ci était la pire, celle où j'avais le plus peur. J'appuie sur croix, le bruitage de validation. Encore, et le texte qui disparaît. À nouveau l'écran vire au noir, et j'entends le son qui vient quand on lit un document dans le jeu. Ce bruit de papier légèrement froissé. Mon visage perdit de sa couleur. L'image de la fille du maire morte sur le bureau de Brian Iron s'affiche. L'image du visage en basse qualité du jeu, qui vous fait frissonner rien que par la qualité merdique des graphismes et la scène morbide qu'elle représente. Je sentais la crise d'angoisse monter en moi. J'étais paralysé,
terrorisé par cette femme de pixels à la robe blanche maculée de sang. C'est décidé, je vais éteindre la console cette fois. Je lâche la télécommande sur le sol et me presse vers l'appareil. C'est là que j'entends encore ce bruit de papier chiffonné. Je n'ose pas lever les yeux, je ne veux pas voir, je n'ai plus la manette en main, mais le jeu a quand même agi seul, comme s'il était possédé. Je suis figé, le corps penché vers l'avant, le doigt à quelques centimètres de l'interrupteur seulement. J'eus la sensation que l'écran était plus obscur, comme s'il était passé à nouveau au noir. Et dans un élan de courage, ou de folie, je lève la tête vers la télévision. Plus rien, juste un écran noir, en effet. Je suis planté devant mon écran, debout, les mains tremblantes et le cœur qui veut sortir de ma poitrine. Je le regarde, méfiant, je tremble et j'ai froid, très froid. Encore ce bruit, et l'image suivante me fit hurler à m'en rompre la gorge. La photo d'un cadavre, un vrai cette fois, et elle était de mauvaise qualité, mais je distinguais suffisamment de détails. C'était une femme, dans la même position, qui avait la même couleur de cheveux, les mêmes vêtements, la même blessure que l'image précédente, avec en arrière-plan des vêtements de femme. La photo avait été prise de nuit, certainement par la personne qui avait trouvé le corps. Je tombe en arrière, glacé par ce que je venais de voir. Je mets les mains devant ma bouche. Le vent soufflait toujours aussi bruyamment. On aurait dit une plainte qui venait de l'extérieur. Je ne sais pas quoi faire. Je tremble de tout mon long en voyant cela. J'en étais presque à pleurer pour que ma copine revienne et que j'essaie d'oublier ce que j'avais vu. Mais Mélissa était partie depuis au moins 10 bonnes minutes. Que faire? L'appeler et la supplier de revenir? M'excuser de mon attitude? Je préférais le faire, plutôt que de rester seul. Je me penche et appuie vivement sur le bouton d'arrêt. À ma grande horreur, la LED verte reste allumée et le jeu réagit par un son grave, comme celui d'une chaîne télévision qui bug. Je lève les yeux vers mon écran, l'image avait changé. On avait photographié le visage du cadavre de près. Il affichait la même expression que celle de la fille du maire. Les yeux clos, un sourire effrayant et une peau blême. J'appuie encore une fois. La télévision refait le même bruit. L'image change. Cette fois-ci, on avait photographié le ventre massacré de la victime. Le tissu blanc éventré était ouvert et laissait paraître l'entaille profonde et sanglante, découvrant les organes. Au bas de la photo, on pouvait apercevoir un texte dont je ne me souviens plus, car écrit trop petit et l'image étant de trop basse qualité. Il faut dire que j'étais tellement choqué par ce que j'étais en train de vivre que ce détail n'avait aucune importance. Peut-être m'en rappellerai-je plus tard. Encore une fois, encore une autre photographie, celle d'un poignet lacéré, la chair encore écarlate à ce niveau-là. Celle-ci aussi avait une inscription au bas dont je ne me rappelle pas, mais je sais qu'elle se ressemblait. Même emplacement, environ la même longueur, et je suis presque certain que les caractères se ressemblaient également. Je mets un grand coup de poing dessus, le jeu saute, et l'écran redevient noir, mais la LED reste allumée. Je respire bruyamment et de manière saccadée. J'ai peur. Et maintenant, la pièce n'est plus éclairée du tout. Le silence m'angoisse, l'obscurité aussi. Sans parler de tous ces bruits que l'on entend lorsqu'on est seul chez soi. Je ne suis pas sûr d'être seul. Je ne sais plus où est mon téléphone. Je ne m'en souviens pas. Mélissa, reviens, je t'en supplie. Je tourne dans la pièce. J'essaye de m'orienter par rapport à la LED, de tâter mon lit, ma commode, mon bureau pour trouver cette saleté de téléphone. Et pendant que j'ai le dos tourné, je sens derrière moi s'éclaircir l'écran. Pas beaucoup, certes, mais suffisamment pour me glacer. Je me suis redressé comme si on m'avait mis un bâton. Là où vous savez. Je me retourne. Et là, l'horreur. Mélissa Setovic, 1991-2010. Je n'entends même pas. Je frappe la télévision d'un grand coup de poing. L'écran éclate. Cela fut une étincelle gigantesque. Les secondes passent. J'essaye tant bien que mal de me calmer. Mais ce que je venais de lire m'avait traumatisé au plus haut point. Environ 10 secondes plus tard, mon téléphone vibre et s'allume. Il était sur le sol, à côté de mon lit. Je réagis immédiatement et me précipite pour l'attraper. Je me mets à genoux pour le saisir. J'ai tout de suite pensé que c'était elle. J'en étais tellement content que je tremblais et n'arrivais pas à l'attraper.
L'écran était tourné vers le sol. Quand je l'ai retourné et que je l'ai pris dans ma main, je n'aurais jamais dû le retourner. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai cru mourir. Sur mon téléphone, en plein écran, une image était affichée. Celle de Mélissa morte par terre, dans une robe blanche, le visage ensanglanté. Derrière elle, il y avait ses vêtements éparpillés un peu partout. Au bas de l'image, il y avait cette phrase. « Je te déteste. »